Mercredi noir pour la Côte d'Ivoire, la mort a jeté son filet sur le pays, emportant avec elle l'un de ses illustres fils. On l'appelait le Golden Boy ou encore Ambak. Ahmed Bakayoko, 56 ans, Premier ministre et chef du gouvernement, est mort ce 10 mars en Allemagne. Parti pour des soins, il ne reviendra plus. Le mal qui le rongeait aura eu raison de lui. Un cancer trop tard découvert, dit-on, qui lui arrachera sa vie, ses ambitions, ses projets et ses rêves, plongeant le pays dans un profond émoi. C'est qu'Ahmed Bakayoko était un homme de compromis. En témoigne le dernier dialogue politique qu'il a piloté avec succès, avec pour retomber l'apaisement du climat social. Dans sa famille politique, on loue son courage et sa loyauté, mais l'homme était apprécié bien au-delà de son cercle politique. Il était l'ami de tous. Sa brutale disparition comme un glaive transperce bien des cœurs que les mots ne sauraient soigner. C'est à cet illustre fils du pays, trop tôt parti, que la RTI rend hommage ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur RTI 1. Dans cette émission hommage, nous allons recevoir 3 types de personnalités. Tout d'abord, la classe politique, avec la ministre Anne-Désirée Ouleto pour le compte du RHDP, Dr Niamey Yao pour le PDCI, Frank Anderson Kwasi pour EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, et Diabaté Bey pour le FPI. Dans un second tableau, nous recevrons des proches et collaborateurs, à savoir Yves Zobo Junior, Charles Sanga et Claude Saï. Et pour terminer, Moses Djenko, Angelo Kabila, Mustapha Desso et Eddie Manguessan nous rejoindront sur ce plateau. Tout d'abord, parcours d'un homme avec Alexis Ouedraogo. Il avait 56 ans. Ahmed Bakayoko, le chef du gouvernement, n'est plus. Ahmed Bakayoko, l'ami de tous. Le 30 juillet 2020, il est nommé chef du gouvernement. Devant lui, de grands défis hérités de son prédécesseur, Amadou Gon Coulibaly. Conduire tout d'abord le dialogue politique. Assouplir les tensions sur la scène politique à la veille de la présidentielle de 2020. Garantir la tenue d'un scrutin jugé apocalyptique pour plusieurs. Ahmed Bakayoko, l'ami, l'époux, le frère de beaucoup, relève les défis. Ce mercredi soir, le cancer aura eu raison de lui. C'est toute une nation qui pleure un fils, le Golden Boy. Monsieur tout le monde, souriant pour chacun. Né le 8 mars 1965 à Abidjan, il était un fils du peuple, par ses classes dans des quartiers populaires comme Adjamé Cocody. À 25 ans, homme de plume, il fut directeur de publication du quotidien Le Patriote, puis patron de la radio Nostalgie. Sa vie d'homme politique, il l'a bâtie au RDR, aux côtés du chef de l'État Alassane Ouattara. Nommé à la tête du gouvernement, il y aura laissé de belles couleurs. Ce mercredi soir, la nation tout entière pleure. Ahmed Bakayoko, le Golden Boy. Alors pour ce premier plateau, nous recevons, comme nous l'avons dit tantôt, la ministre Anne Ouleto pour le compte du RHDP. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir. À vos côtés, Monsieur Frank Anderson Kwasi pour EDS. Bonsoir. Bonsoir. Le docteur Niamey Yao pour le compte du PDCI. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Diabaté Bey pour le FPI. Merci d'avoir accepté notre invitation. Madame la ministre, quand on a perdu un fils, un collaborateur, un homme loyal de longue date, j'ai tout de suite envie de vous demander comment se porte le président de la République. Avez-vous eu de ces nouvelles? Merci Sylvie. Le président de la République, il pleure. Il pleure. Il pleure un fils. Un deuxième fils en moins d'une année. Il perd un collaborateur, un Premier ministre. Je crois que c'est une nouvelle qui, naturellement, affecte profondément le président de la République, ainsi que son épouse, la Première Dame, et l'ensemble des membres du gouvernement. Justement, qu'en est-il de votre parti politique? Comment vous avez accueilli la nouvelle au sein du RHDP? C'est la consternation. Le RHDP, d'ailleurs, a arrêté depuis l'annonce du décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko
membre du directoire du parti, toutes les activités festives. Le RHDP est en deuil. Tout s'est arrêté pour le parti et nous nous mobilisons pour lui rendre les honneurs dus à son rang, mais également pour exprimer toute l'affection que nous avons pour notre compagnon, pour notre ami, pour notre frère. Alors, on vous sent déjà les larmes dans les yeux, beaucoup de courage, Madame le ministre. Personnellement, comment vous avez appris la nouvelle de sa disparition? Écoutez, j'ai appris la nouvelle de sa disparition par un coup de fil d'un ami qui m'a appelé pour me dire « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Je dis « Mais tout va bien, je suis rentrée de campagne, je suis un peu fatiguée. » Il me dit « C'est tout ?» Je dis « Oui, c'est tout. Attention, je viens d'apprendre que le Premier ministre serait décédé. » Je dis « Non, il est vraiment fatigué, il est en soins. » Il me dit « Il est décédé. » Naturellement, je m'empresse donc d'aller à l'information parce que malheureusement les réseaux sociaux depuis quelque temps vont un peu dans tous les sens. Et puis un coup de fil passé au directeur exécutif du RHDP m'a confirmé donc la terrible nouvelle. Et à cet instant, qu'est-ce qui se passe dans votre esprit? Vous vous dites quoi? Je vous avoue que j'avais une seule idée en tête. Seigneur, pourquoi? 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 Pas de réponse. Comment cela se peut-il? Moi, je l'ai vu, j'ai eu l'occasion de parler avec le Premier ministre le 15 février dernier. Lundi 15 à 18h, il m'a reçu à sa résidence et il m'a reçu pendant environ 30 minutes. C'est vrai, je l'avais trouvé fatigué. Il m'a dit « Anne, j'ai voulu te recevoir pour te demander de me ramener cette victoire. Tout le pleu pour moi, c'est symbolique. Il faut que tu me ramènes cette victoire. Je ne veux pas que tu te fasses battre. » Et vous l'avez fait? Je lui ai ramené la victoire, une belle victoire. Et il n'est pas là? Il n'est pas là. Pour lui, je lui ai promis que je lui ramènerai cette victoire. Et ce jour-là, il m'a dit, je vais me reposer. Je vais me reposer, mais ramène-moi la victoire. Voilà. C'est une nouvelle terrible. Et je pense que seule la foi peut nous aider à supporter une telle épreuve. Alors, seule la foi. C'est une épreuve qui affecte toute la classe politique ivoirienne, l'ensemble du pays. Frank Anderson Kwasi, vous êtes là pour le compte DDS. Et comment vous avez accueilli cette information au sein de votre groupement politique? Oui, le président Onyen l'a déjà témoigné dans la presse. C'est avec vraiment avec consternation, une vive émotion que cette nouvelle a été apprise en notre sein. Très honnêtement, nous avons pensé à tout, mais sauf ça. Le Premier ministre on nous a dit qu'il s'était rendu en France pour des visites médicales, mais nous espérions qu'il reviendrait parce que dans le cadre du dialogue politique, il y a beaucoup de sujets qui sont restés en suspens. Et nous espérions qu'il revienne très rapidement après donc les législatives pour que nous reprenions langue et que nous conduisions ce processus jusqu'à son terme. Ça a été vraiment un grand bouleversement d'apprendre qu'il est décédé ce 10 mars. Ça a été terrible. Nous sommes des adversaires politiques. Mais au-delà de la politique, nous avons des canaux par lesquels nous communiquons. Moi, personnellement, j'avais des relations de frères et d'amis avec le Premier ministre, que je connais depuis 1990. Je l'ai connu quand il était militant du PDCI. Ça fait plus de 30 ans d'amitié. Oui, bon, amitié, ça n'a pas été une amitié continue et soutenue. Mais nous avions l'un pour l'autre une réelle sympathie. Quand nous nous revoyions, c'était avec beaucoup d'affection. Et donc, depuis 1990 que je l'ai connu, on a connu ensemble des fortunes diverses. D'accord. Jusqu'à ce qu'il fasse ses classes au RDR pour arriver là où il est. D'accord. Avant que Dieu le rappelle à lui.
En tout cas, c'est un moment de consternation. Docteur Niamé Yao, le PDCI tout de suite a produit un communiqué dès l'annonce de cette mauvaise nouvelle. Un communiqué signé du président Henri Konan Bédié qui a manifesté donc sa désolation et sa consternation comme tout le monde ici sur ce plateau. Vous, personnellement, vous avez une histoire particulière avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Nous avons produit ce communiqué parce que Ahmed est un enfant du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Nous avons connu, c'est-à-dire moi, j'ai connu Ahmed en avril 1991 au deuxième congrès extraordinaire du parti. Et à cette époque-là, il y avait un vent de renouveau qui semblait souffler sur le parti. Et à ce congrès-là, le jeune Ahmed a fait montre d'un courage exceptionnel que je voudrais saluer sur ce plateau. Pouvez-nous conter rapidement cette scène-là, puisque c'est là que vous le découvrez? Puisque c'était le printemps du changement, du renouveau. Il y avait un certain nombre de jeunes qui voulaient bousculer déjà tous les codes au sein du parti et ont tenu des propos très durs en présence du président Félix Houphouët-Boigny. Et je me rappelle que l'ambassadeur Georges Ognien cherchait un plus jeune pour pouvoir répondre à ces jeunes-là. Et Ahmed s'est levé spontanément et a pris la parole et a estimé que tous ceux qui voulaient le changement tout de suite étaient trop pressés et qu'il fallait laisser le temps au temps. Et il a été ovationné, comme ce n'est pas possible. Donc je salue Ahmed, le militant, l'homme de courage. Mais je voudrais saluer aussi l'homme d'ouverture. Parce que quand nous avons été du mauvais côté de l'histoire, selon, et que nous avons été à Bouna, à notre tour, Ahmed nous a ouvert ses bras. Il nous a accueillis à son ministère et ensemble, nous avons célébré notre amitié et nous avons démontré qu'on pouvait être de chapelles différentes, mais la fraternité restait la fraternité. Donc je salue Ahmed, un Premier ministre, je salue le militant, c'est-à-dire l'homme de courage, et je salue aussi l'homme d'ouverture. Voilà. Voilà ce que nous pourrions dire pour le moment de celui que j'appelle ce jeune homme parce qu'il m'a toujours appelé grand frère. Et comprenez qu'au XXIe siècle, mourir à 56 ans, c'est quand même trop jeune. Ça veut dire mourir trop jeune. C'est également votre avis, M. Diabaté-Bèye? Oui, c'est notre avis. Je tenais aussi à préciser que Ahmed Bakayoko Ambak était un petit frère à Pascal Affi-N'Guessan. Oui, un petit frère à Pascal Affi-N'Guessan parce que Pascal Affi-N'Guessan et puis le père de Ambak ont travaillé pratiquement dans la même école, à l'école des PTT à Trècheville. Le père de Ambak a été le directeur, ensuite Affi-N'Guessan a été le directeur. Quand le père d'Ambak décède, c'est Affi-N'Guessan qui a fait le témoignage. Et ce jour-là, j'étais là, dans la grande salle de Houphouët-Boigny de Ivo Sepp. Et ce témoignage était éloquent et tout le monde a su les relations qui liaient. Et leur rapport au quotidien, c'était quoi, Ahmed Bakayoko, c'était des rapports, Pascal Affi-N'Guessan? petit frère, grand frère, et je suis l'un des témoins. Chaque fois qu'il avait l'occasion de me voir, il dit, bon, va saluer mon grand frère. Il faut que je le voie, il faut que j'échange avec mon grand frère. Il n'a jamais appelé Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan de mon grand frère. C'est mon aîné. Et aujourd'hui, le FPI est dans le déni, le FPI est dans la colère. Les deux étapes du deuil. C'est-à-dire, nous nous posons la question, et nous nous posons la question, pourquoi maintenant? Pourquoi c'est Ambak? Pourquoi? Et qui a fait ça? Et pourquoi? Nous sommes dans le déni parce que nous, au départ, nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas. Quand l'information est tombée, et j'étais assis en face à la télévision, quand mon fils est venu me dire, papa, le Premier ministre est décédé. Je dis, oui, arrête-moi ça. Les gens sur les réseaux sociaux racontent des histoires. Je dis, papa, c'est le gouvernement qui a fait un communiqué. Et il m'a montré le communiqué. Je dis, non, ce n'est pas possible. Je dis, ce n'est pas possible. Aussitôt, j'ai appelé le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan. Je dis, président, ça ne va pas. Et c'est comme ça. Nous avons informé tout le parti. Et vraiment, comme tous les Ivoiriens,
Nous sommes vraiment dans la désolation. D'accord. Alors, Madame la ministre Anne Ouleto, vous et Ahmed Bakayoko, ce n'est pas qu'au gouvernement. Vous avez parcouru du chemin ensemble, vous avez du vécu ensemble depuis l'époque du RDR, la longue lutte pour l'accession au pouvoir. Quel a été son rôle? Comment il s'est comporté durant cette période-là? Ahmed, effectivement, c'était un compagnon de lutte, un bon compagnon de lutte, qui a aimé le RDR et qui, par-dessus tout, avait pour objectif de relever tous les défis avec le RDR et d'être à l'écoute d'un mot d'ordre, comme on le disait, du président du parti, le président Alassane Ouattara. C'était pour lui un sacerdoce. Et je peux vous rappeler quelques anecdotes dans notre parcours du RDR qui m'a permis de connaître l'homme, de l'apprécier. À un moment donné de notre lutte, un moment crucial, en 2006, j'ai été nommé par le président du parti secrétaire national à la solidarité. À un moment où le RDR se préparait pour les élections présidentielles, dont on ne connaissait pas encore la date. Et il fallait donc, comme il aimait à le dire, que nos troupes soient au bon niveau, qu'elles soient prêtes, combatives. Et Ahmed avait en souci l'état d'esprit de nos militants. Le RDR, vous le savez, a été un parti martyr de nombreuses souffrances au sein du parti. Des militants qui vivaient des situations difficiles, c'était l'opposition. Mais il y avait également des militants qui étaient endeuillés par la perte de leurs parents, des militants emprisonnés, des militants qui perdaient leur emploi. Et auprès du ministre d'alors, Ahmed Bakayoko, qui était donc du gouvernement du président Laurent Gbagbo, j'ai trouvé un partenaire qui me disait « ma chérie », et c'est comme ça qu'il m'appelait, il ne m'a jamais appelé par mon prénom, ah non. Il avait toujours un petit nom. « Ma chérie, il faut que tu fasses attention aux militants. Parce que si les militants ne sont pas prêts pour le combat, on ne pourra pas gagner cette élection. Il faut qu'ils soient prêts pour le combat. C'est un combat qui sera rude. » Et je revois ses propos, ses mots forts. Il voulait gagner cette élection présidentielle dont on n'avait pas encore la date. Mais il savait que pour gagner cette élection, il fallait compter sur nos militants et avoir un parti fort. Et alors, nous avons travaillé. Les militants ont été soutenus, accompagnés. Par le parti, certes, par le président du parti, mais par Ahmed Bakayoko. Je tiens à lui rendre hommage. Il voulait que je sois présente partout où il y avait un deuil, où un militant était décédé, où un parent d'un militant était décédé. Il voulait que les militants soient pris en charge, etc. Il donnait de lui-même. Et ça ne court pas les rues. Dans un parti politique, ça compte. Le parti politique, à un moment donné, est une famille. Et les militants du RDR se sont sentis dans leur famille parce qu'il y a eu dans notre parti politique de hauts responsables de la trempe de Ahmed Bakayoko qui étaient à l'écoute des plus faibles, des plus vulnérables, des plus démunis. Et je peux témoigner de cela. Ahmed Bakayoko, c'était ça aussi. L'homme d'écoute, l'humain, l'humaniste, celui-là qui pensait toujours aux plus faibles, aux plus vulnérables. Ça m'a marqué cette période de notre vie et ça nous a aidés. Les militants du RDR ont été combatifs. Ils étaient de tous les combats, ils répondaient toujours présents parce qu'ils savaient que par derrière, ils auraient trouvé toujours un accompagnement social, ils auraient trouvé une prise en charge, ils auraient trouvé des personnes, des cadres, des responsables du parti pour les aider, pour soutenir leur famille. Et ça a consolidé les liens du RDR en 2010. Cela nous a permis de gagner cette élection présidentielle. Je voudrais rendre hommage à Ahmed Bakayoko pour ce qu'il a été pour les militants du RDR, mais surtout pour les militants les plus faibles. D'accord. Alors, Franck Anderson, quelle image votre parti retient de, ou peut-être vous personnellement, puisque vous avez des rapports avec lui, quelle image vous retenez de cet homme-là? Oh,
vous savez, une personne a plusieurs facettes selon les circonstances. Si c'est Ahmed, homme politique, il y a un autre regard, il y a un regard. Ahmed, en tant qu'individu, il y a un autre regard. En tant qu'homme politique, j'avoue que, bon, c'est vrai que quand quelqu'un décède, il ne faut retenir de lui que les bonnes choses. Mais politiquement, je ne peux pas dire que, en ce qui concerne nous, notre parti, le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, et la plateforme politique EDS, on ne peut pas dire qu'on s'est toujours fait la passe. Il ne nous a pas souvent fait la passe. Mais toutes ces choses-là se sont toujours passées dans une ambiance détendue, amicale. Mais il avait pour lui la fermeté sur un certain nombre de questions sur lesquelles nous ne voulions pas transiger. Mais après... Vous vous souvenez de certains épisodes, peut-être du dernier dialogue politique qu'il a conduit? Bon, moi, je n'étais pas membre de la délégation de la plateforme EDS autour donc, de la table des négociations. Mais il y a des choses qui nous ont été rapportées. Moi, je ne peux dire de lui que ce que j'ai personnellement vécu avec lui. D'accord. Je vais vous raconter une anecdote. Allez-y. Nous sortons des élections de 2010, avec ce que vous savez. Il y a eu donc la crise. Moi, je me retrouve après à la Pergola. Et après, on nous déporte à Bundiali, prisonnier. Je passe une année là-bas. Quand je ressors en 2012, je retrouve Ahmed à Yamoussoukro, à l'hôtel Le Président, où nous étions pour les états généraux de la presse. Et dans le rôle de l'hôtel, il me fait appeler, il dit « Ah Franck, ça va, tu es sorti, tu m'as appelé, mais on ne s'est plus revu. » J'ai dit « Oui, mais tout ne dépend que de vous, monsieur le ministre. » Il dit « D'accord, quand on arrive à Abidjan, je t'appelle. » « Mais toi, ton compte a été bloqué pour rien. » J'ai dit « Ah bon ?» Il dit « Mais tu n'as rien dans ton compte. » Il dit « Mais tu n'as rien. Hein? Tu n'as pas eu le temps de prendre comme les autres. » J'ai dit « Mais le président Gbagbo ne m'a pas appris à piller les caisses de l'État. » Je suis resté dans la droite ligne qui nous a tracé. Il dit « Oh, mais va vérifier le compte de tes camarades de parti, hein, tu vas te mordre le doigt. » Et puis on a rigolé. Et quand on est arrivé à Abidjan, il m'a fait appeler par l'ex-porte-parole du président Laurent Gbagbo, Gervais Koulibaly, pour dire qu'on devait avoir une rencontre à son cabinet. Et cela m'a été rapporté par Gervais Koulibaly. J'ai dit oui. Et Gervais Koulibaly a lui faire le compte. Il dit, tu es sûr que Franck t'a dit qu'il viendrait? Et le gars lui dit oui. Il dit, je t'ai dit qu'il ne viendra pas. Il dit, non, si, il va venir. Et c'était un jeudi, on devait se retrouver à son cabinet à 11h. Et la veille, j'appelle Gervais Koulibaly pour dire « Ah, j'ai un problème, un empêchement de dernière minute. » Vraiment. Et quand il s'en va à cette réunion, qu'il dit à Ahmed, il dit « Tu vois, je t'ai dit, il est au FPI, c'est que je suis au RDR. Nous sommes des indécrottables. » Il est fidèle à Laurent Gbagbo et moi, je suis fidèle au président Ouattara. Donc, il ne peut pas venir. Il restera comme il est, moi je suis comme ceci. Et donc, on a rigolé. Après, il m'a passé un coup de fil. Il dit non, mais mets un peu d'eau dans ton vin, tu sais, on est des frères, on est des amis et tout ça. Bref, il y a beaucoup de petites anecdotes comme ça. La deuxième, qu'il m'a dite, quand je suis sorti de prison toujours, alors, un jour on s'est croisés à l'hôtel Ivoire et puis je lui ai dit, mais monsieur le ministre, aujourd'hui, il faut que vous me dites pourquoi vous m'avez envoyé en prison. Il dit non, tu es parti en prison parce que toi, tu t'es permis de faire arrêter le président Alassane Ouattara pendant 2h15 minutes. Ben, il fallait que tu ailles en prison pour t'arrêter aussi là-bas pendant plus de 2h15 minutes pour voir ce que ça donne. Une vieille personne comme ça. J'ai dit, ah bon? Il faisait là allusion au débat face à face que j'avais organisé à l'époque en tant que président de CNCA. Je lui ai dit non, mais tu m'en as voulu pour rien, c'est une décision du conseil. Ce n'était pas la décision de Franck Anderson. Tu vois comment tu fonctionnes? Il dit, c'est toi qu'on connaît. Si c'est bon, c'est toi. Si c'est pas bon, c'est toi. Donc, tu as payé pour tout le monde. Et on a rigolé. Voyez-vous, pour tout ça, pour montrer que j'ai retenu que la politique, ça ne doit pas être la guerre. La politique, on fait la politique qui doit être un jeu civilisé. D'accord. Un jeu qui protège les rapports humains. Mais quand on fait la politique pour arriver à ce que nous vivons aujourd'hui, c'est regrettable. Ahmed savait se mettre au-dessus quand il le fallait. Et ça, je retiens de lui. Alors,
Docteur Niamien Yao, on le disait aussi conciliant. Est-ce que c'est aussi votre avis? Ah oui, Ahmed est conciliant. Et dans tous les cas, Ahmed porte en lui tout ce que le PDC lui a donné de très grand. Homme de dialogue, homme d'ouverture. Et Madame la ministre a parlé d'humanisme. Nous avons connu cet humanisme-là, je le dis encore une fois, quand nous sommes revenus de nos différentes prisons. Effectivement, il nous a tendu la main. Moi, il a demandé à un ami commun qui est en pleurs, je lui dis, Yako, il dit, bon, va voir le ministre, dis-lui que nous n'avons rien contre lui, mais ce que je lui demande, c'est de ne plus parler. Voilà, ça c'est Ahmed. Et quand je le rencontre, il dit, bon, ce que je te demande, c'est de ne plus parler. Il dit, bon, monsieur le ministre, moi aussi, je voudrais vous demander quelque chose. J'ai ma thèse en suspens à l'école des mines. Moi, je voudrais pouvoir aller finir ma thèse. Voilà comment j'ai pu effectuer voyage sur voyage en France pour terminer ma thèse de doctorat à l'école des mines, alors que certains de mes camarades avaient des difficultés même pour approcher l'aéroport d'Abidjan-Port-Boué. Donc sur ce plateau, je voudrais lui témoigner toute ma gratitude. Je dis que si vous m'appelez docteur sur ce plateau, je le dois en partie à Ahmed. Parce que c'est après notre sortie, après les événements de 2010, que j'ai continué à aller à l'école des mines. Et en décembre 2014, j'ai pu soutenir la thèse. Je lui dois ça. Et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire aussi, lui est reconnaissant d'avoir su être des nôtres là où il est. Et je pense que si le parti a réagi promptement, c'est en partie dû à ça. Ahmed, vous pensez que c'est sa personnalité qui a facilité l'accalmie après la présidentielle qui a fait connaître de nombreux morts? Ah oui. Quand vous entendez les propos d'Ahmed, je ne dis pas Ahmed sur le champ de bataille, comme moi je serais sur le champ de bataille aussi. Dans tous les cas, quand vous prenez deux amis, que vous les mettez au stade Houphouët-Boigny qui jouent dans des clubs différents, ça m'étonnerait que, parce qu'ils sont amis, l'un veuille pousser la balle donnée à son adversaire pour qu'il mate contre son camp. Donc en tant que militant, Ahmed reste Ahmed, comme nous aussi nous restons nous-mêmes, parce que bien que militant du parti, nos chemins vont se séparer en 92. Lui, il va opter pour le président Ouattara, à qui je dis mes condoléances en tant que président de la République, qui perd son premier collaborateur en la personne du Premier ministre. Et quand nous allons choisir le président Bédié. Donc, par rapport à cela, nous restons les mêmes. Quand il s'agit de valoriser les valeurs de paix, de dialogue et de courtoisie surtout, et puis nous restons les mêmes quand il s'agit de vivre avec passion ses convictions. Mais tout cela au service de la Côte d'Ivoire. Et je crois que les plus jeunes qui nous regardent aujourd'hui sur ce plateau comprendront très rapidement que la politique, c'est une autre façon de se mettre au service de la nation. C'est une autre façon de se mettre au service de la paix, du bien-être, du bien-être. Et donc, il ne nous appartient pas de faire la fine bouche parce que Ahmed est parti et que c'est la mode de venir dire de bonnes choses, mais il mérite qu'on dise ce que nous sommes en train de dire. Parce que c'est comme ça. D'accord. Alors, au FPI, est-ce qu'on a souvenance de certaines tranches de vie, certaines histoires vécues avec Ahmed Bakayoko qui ont été déterminantes pour la vie politique ivoirienne? Mais bien sûr que oui. Vous avez parlé du dialogue tout à l'heure. Mais même avant le dialogue comment on appelle, de 2020, déjà en 2014, en 2013, quand Affi N'Guessan, Michel Gbagbo, Aboudraman Sangaré sortent de prison, c'est le ministre Amba qui est le ministre de l'Intérieur. Et c'est avec lui que nous commençons la discussion pour restaurer le FPI, pour que les militants du Front populaire ivoirien qui avaient été pour nous injustement écartés
soient intégrés à la fonction publique, retrouvent leur boulot et ensuite retrouvent leur domicile. C'est avec Ambak, ensuite avec le Premier ministre Aoussou Janou. C'est avec lui que nous avons commencé. Donc au RPI, nous savons que c'était un homme d'État, un homme d'ouverture, quelqu'un qui était prêt à tout moment à discuter avec nous quand nous, on le sollicitait. Moi particulièrement, personnellement, quand je suis sorti de prison, j'ai pris rendez-vous avec le Premier ministre. Il était ministre de l'Intérieur. J'ai pris rendez-vous avec lui. Il me dit, petit frère, si c'est toi, viens me voir. Quand nous sommes allés, on a échangé pendant plus d'1 heure. Il dit, tu ne demandais rien. Il dit, non, ce que je suis venu demander, c'est la libération de Michel et de Afi Nguessa. Il a commencé à rire. Il dit, mais toi, tu n'as pas changé. Il dit, tu continues. Je pensais que tu venais me dire que tu vas rallier le RADP. Il dit, jamais. Et on a rigolé. Mais ce n'est pas tout. Mais je voulais qu'on retienne de Ambak un homme sans complexe. Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui était complexé. Ça veut dire, ce n'est pas parce que tu avais un diplôme de 2 agrégations ou bien 3 agrégations à l'université que Ambak serait complexé devant toi. Non. Il a appris à s'assumer. Il me l'a dit. Il dit, Diabaté, je te dis quelque chose aujourd'hui, j'ai tout appris de la vie, de l'école de la vie. J'ai dit, non, attends, grand frère, explique-moi ce que ça veut dire. Il dit, c'est de l'école de la vie. J'ai tout appris de l'école de la vie. Il dit, ce fut un moment où moi, Ambak, en pleine lutte, après mon emprisonnement, j'ai failli abandonner. Je vous dis, tout ça pour vous dire que c'est vrai que nous n'étions pas du même parti politique, mais on échangeait. Et j'ai vraiment aimé ces échanges, j'ai aimé l'humilité de l'homme à un moment donné. Vous savez, dans la vie, le jour qu'on vous dit de chasser tous les mauvais types de la terre, vous allez trouver des gens en train de chasser, poursuivre les personnes que vous appréciez. Alors finalement, comment vous appréhendez la vie politique ivoirienne sans Ahmed Bakayoko? Moi, je suis un croyant. Je suis un croyant. Je l'ai dit tout à l'heure que nous sommes dans les 2 premières phases du deuil. Les 2 premières phases du deuil, c'est quoi? C'est le déni et puis la colère. Le déni parce que nous n'acceptons même pas que quelqu'un qui nous est cher comme Ambak nous quitte. La colère, on dit qui a fait, pourquoi Dieu, tu peux nous faire ça. Mais après cela, nous allons tomber doucement dans l'acceptation. Et je pense qu'en tant qu'un croyant, je le dis, Dieu ne crée pas de vide éternellement. Dieu permettra à la Côte d'Ivoire de se retrouver. Dieu permettra à la Côte d'Ivoire de trouver des personnes capables aussi de relever le défi. Donc, je pense qu'il ne faut pas désespérer. Et je n'accuse personne. Moi, je suis un humain et je pense que chaque âme goûtera à la mort. Et il y a des choses qui se passent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il est bon que nous, les hommes politiques, on dénonce ce qui n'est pas bien. On est des humains. Que des gens s'asseyent sur des réseaux sociaux. Ils sont contents de la mort d'un être humain. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça fait des années. On constate, c'est pas normal, c'est pas humain. Et c'est nos militants. Ce sont les militants du RADP, ce sont les militants du PDCI, ce sont les militants du RPI, ce sont les militants de EDS. Il appartient à tous nos responsables de rappeler nos militants à l'ordre. C'est une remise en cause. Oui, il faut qu'on se remette en cause et qu'une vie est une vie et que chacun de nous goûtera à la mort un jour. Et j'ai été choqué et je suis toujours choqué quand j'ouvre Facebook, quand j'ouvre ces réseaux sociaux, d'entendre des choses qu'on ne doit pas dire. Et voir des Ivoiriens jubilés des Ivoiriens jubilés, je ne peux pas l'accepter. Allez-y, Franck Anderson. Oui, moi je voudrais effectivement saisir cette balle au bon pour dire que, au-delà de la douleur qu'on peut ressentir par rapport à la perte brutale du Premier ministre, je pense qu'il faut prendre ça aussi comme une interpellation. Vous voyez, nous sommes là en train de parler du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Nous sommes en train de dire ce qu'il a fait de bien. Par pudeur, on va peut-être taire ce que nous pensons qu'il a fait de mal. Ce n'est pas le moment. Mais cette situation doit nous interpeller, doit interpeller la classe politique pour que tout ce que nous posons comme acte pour la Côte d'Ivoire soit toujours au bénéfice des Ivoiriens, soit toujours dans le sens d'apaiser le climat sociopolitique. Pour que demain, quand on n'est pas là, d'autres personnes témoignent, comme nous témoignons ce soir,
de ce que nous avons fait de bien pour la Côte d'Ivoire. C'est cela qui est important. Moi, je pense que c'est une des leçons fondamentales que nous devons tirer. Et nous qui vivons aujourd'hui, à qui Dieu fait grâce d'avoir encore le souffle de vie, nous devons méditer sur cela. Nous devons méditer sur notre rôle, sur notre devoir vis-à-vis du pays, vis-à-vis des Ivoiriens. Est-ce que ce que nous posons comme acte, qu'on soit au pouvoir ou dans l'opposition, est-ce que ça va dans le sens du bien-être des Ivoiriens? Ça va dans le sens de l'apaisement de la Côte d'Ivoire? Ça va dans le sens de la réconciliation? C'est de cela qu'il s'agit. On doit être interpellé et on doit aller dans ce sens. Merci. Pour que demain, d'autres personnes témoignent, quand nous ne serons pas là. Madame la ministre, à entendre les uns et les autres de beaux témoignages sur le Premier ministre, certainement que vous découvrez certains aspects de sa vie avec, on va dire, vos adversaires politiques ici présents. C'est dire que c'est un gros vide qu'il laisse dans la classe politique et bien particulièrement au RHDP. Comment comptez-vous vous relever? Comment le parti compte se relever de cette situation et comment compte-t-il combler le vide? Ben, écoutez, je voudrais déjà, moi, remercier nos frères de l'opposition, mais surtout les féliciter pour cette reconnaissance et cet hommage rendu à Ahmed Bakayoko. Vous les entendez et vous savez bien que personne ne peut les obliger à dire ce qu'ils viennent de dire. Pas du tout. Bien entendu, cela dénote de la politique du RHDP. En vérité, Ahmed Bakayoko était le produit de la vision du président de la République. Et tout acte qu'il a posé, il a posé en cohérence avec la vision de son mentor, avec ce que son mentor est en réalité. Et à entendre donc tous les Ivoiriens aujourd'hui rappeler ces anecdotes heureuses, je ne peux que me réjouir et être fier du président Alassane Ouattara. Alors, que voulez-vous qu'on retienne du défunt Premier ministre? Il faut retenir... Qu'est-ce que les Ivoiriens, les plus jeunes, la classe politique, qu'est-ce qu'on devrait retenir de lui? Un modèle pour la jeunesse. Un modèle donc d'homme altruiste, je l'ai dit tout à l'heure, mais d'un homme modéré. Tout ce que vous avez entendu ce soir comme témoignage est le résultat de cette politique modérée dont il était l'expression. Un homme d'ouverture, qui ne fermait jamais la porte derrière lui et qui disait toujours, il faut donner l'occasion au dialogue de prospérer. Un véritable oufouettiste. Nous sommes des oufouettistes. D'accord. Et un véritable oufouettiste, il connaissait la force du dialogue. Il connaissait la force du consensus, du compromis quelquefois. Et cela, j'ai eu également l'occasion de l'expérimenter avec Ahmed Bakayoko, cadre du parti, proche collaborateur du président de la République. Après la crise post-électorale, vous savez que je suis d'une région de l'ouest du pays, qui a vu de nombreux cadres donc, dans cette région impliqués naturellement dans la crise post-électorale et qui, malheureusement, comme certains ont témoigné ici, se sont retrouvés dans des situations difficiles, embarrassantes. Certains ont étaient en prison, d'autres vivaient hors du pays. Mais Ahmed Bakayoko m'a reçu à plusieurs reprises en me disant « il faut aider le président. Il faut que tu sois le pont entre eux et le pouvoir. Il faut créer les conditions de réconciliation et de cohésion sociale. » D'accord. Et c'est ce que nous avons essayé de faire et de nombreux cadres de l'opposition ont bénéficié de l'accompagnement du Premier ministre, aujourd'hui Ahmed Bakayoko, mais hier ministre d'État, proche collaborateur du président de la République, non pas par pitié ou par autre chose, mais par conviction. Il avait la certitude que nous devrions tourner la page, ouvrir une nouvelle page dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. C'est cela que je souhaite que les Ivoiriens retiennent d'Ahmed Bakayoko. D'accord. Alors, un homme de consensus, un homme modéré. Alors, on va faire le dernier tour de table avant de passer au deuxième tableau. Franck Anderson, résumer Ahmed Bakayoko en 2-3 mots, qu'est-ce que ça donne? Oui, bon, contrairement à ce que la ministre Anne Ouloto dit, je ne peux pas dire comme elle que ce qu'on retient de lui est forcément
le résultat ou le produit d'une politique de paix que menait son mentor. Vous retenez quoi de lui? Non, j'ai dit ici tout à l'heure que si on place l'homme dans son rôle politique, il y a d'autres choses à dire. D'accord. Mais l'individu, tel que nous l'avons connu dans nos rapports interpersonnels, incline à témoigner de ce qui a été bien. Ça, c'est important de faire cette nuance-là. Parce que l'homme politique, c'est autre chose. Moi, je retiens de Ahmed Bakayoko, à titre personnel, pour l'avoir souvent rencontré, quelqu'un d'ouverture. Ça, il faut le dire, c'est vrai, c'est quelqu'un d'ouverture. Quelqu'un de, comme disent les Anglais, c'est un go-between. C'est-à-dire, il savait toujours approcher les antagonismes. Et ça, c'est important. C'était quelqu'un par qui on pouvait passer pour parler aux extrémistes de son camp. Oui, parce qu'il y en a, aux extrémistes de son camp. Et lui aussi savait parler à certains d'entre nous pour parler aux extrémistes de nos camps. Parce qu'il y en a de tous les camps. Il y en a dans tous les camps. Et j'ai été heureux un jour, quand il m'a rappelé l'une des, j'allais dire, des pensées fortes du président Laurent Gbagbo. Il dit, Franck, moi j'ai collaboré avec le président Laurent Gbagbo. Il y a une chose que j'ai retenue de lui. Asseyons-nous et discutons. Et j'ai été charmé par cette démarche parce que je voyais mon grand-père Houphouët-Boigny en lui. Il est l'un de ceux qui a le plus appliqué, sans être oufouettiste, mais la politique de paix, telle que voulue par le président Houphouët-Boigny, c'est-à-dire asseyons-nous et discutons. En toute chose, asseyons-nous et discutons. Et ça, il m'a fait la confidence d'avoir retenu ça du président Laurent Gbagbo, et ça a été l'un des points de charme. D'accord, homme d'ouverture, ça retenu. Docteur Niamien Yao, vous retenez quoi de Ahmed Bakayoko? Oh, vous allez être surprise. Hein. Avant de venir, j'étais avec le président Bédié. Pour lui dire, je vais parler d'Ahmed. Et le président n'a pas trouvé d'inconvénient à ce qu'on vienne parler d'un de ses fils, au sens propre du terme. Voilà. Parce que Ahmed est un fils du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Et en tant que tel, je retiens l'homme de courage, c'est-à-dire celui que l'histoire appellera demain l'homme du 14 avril 1991. Il n'avait que 26 ans. Il n'avait que 26 ans. Et vous voyez, à cette époque-là, les Gado, les Yassé, les Konakanga, il y a un homme de 26 ans, comme Oufoué, qui prend la parole à cette tribune et qu'on ovationne. Du coup, nous, les plus anciens que lui, il devient un modèle pour nous. Et je crois que la nature a fait que moi aussi, un certain mois de janvier 1995 à l'Hôtel Ivoire, j'ai eu pratiquement les mêmes ovations qu'Ahmed. Donc vous voyez, ensuite je retiens l'homme d'ouverture. L'homme d'ouverture parce que tout le monde le sait. Il était le pont entre les inconciliables. Et lorsque on voyait Ahmed, on était plein d'espoir qu'on n'irait pas au-delà d'une certaine limite. C'est-à-dire qu'on n'irait pas au suicide collectif. Et puis, je retiens aussi l'humain. L'humain. Parce que... l'humain qui vous a permis de devenir docteur. Oui, qui nous a permis de devenir docteur. Je ne le dis pas parce que c'est la mode. Je le dis parce que c'est vrai. Je ne vais pas citer celui, mais je sais que celui qui a marché entre nous, je lui dis encore une fois toutes mes condoléances. Il sait ce que il va se reconnaître dans votre Il va se reconnaître et je lui dis dans notre langue, Yako. D'accord. Et il sait de quoi je parle. D'accord. Et encore une fois, les amis de 30 ans d'Ahmed, du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, comme il animait la jeunesse du parti, nous disons encore une fois que nous perdons un frère, nous perdons un ami, nous perdons un oufouettiste et nous perdons un héritier. Et c'est ce qui nous gêne un tout petit peu. Et ça nous gênera, Diabaté l'a dit, tout ce que Dieu fait, bon, nous sommes obligés de l'accepter. Merci, docteur. Mais partir à 56 ans, je dis sur ce plateau au XXIe siècle, c'est quand même assez dommageable. C'est une tragédie. Alors, M. Diabaté Bey, vous retenez quoi de vos rapports avec Ahmed Bakayoko et qu'est-ce que vous voudrez bien que les Ivoiriens retiennent de lui? Bon. Madame, pour être honnête avec vous, on peut ne pas être du même parti politique et puis apprécier un adversaire politique. Ouais.
Ahmed Bakayoko, ce que j'ai apprécié chez lui, c'est sa fidélité, sa loyauté à son mentor. Et je lui ai dit, monsieur le ministre, vous avez la chance. Le président de la République reconnaît ça en vous. Et ce qui fait que vous êtes devenu un homme de parole. Parce que quand vous parlez, il vous écoute. L'opposition a foi en vous aujourd'hui parce que l'opposition sait que si vous décidez, le président de la République va l'accepter. Donc ça, c'est une chance. Mais ce que je voulais qu'on retienne d'Ahmed Bakayoko, je voulais qu'on retienne de lui un stratège. Vous savez, un tacticien et puis un stratège ne sont pas les mêmes. En politique, c'est différent. Le stratège, c'est celui qui voit loin, qui a une vision. Le tacticien, c'est celui qui vient et qui pense, il fait des petits calculs là pour sortir des problèmes. Mais Ambak était un stratège. C'est-à-dire, dans tous les actes qu'il posait, il pensait à dans 5 ans, qu'est-ce qu'on fait? Dans 3 ans, qu'est-ce qu'on devient? Et chaque fois qu'on s'est rencontrés, c'était des débats. Il dit dans 5 ans, dans 3 ans, dans 6 ans, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire devient? Qu'est-ce que chacun de nous devient? Il me l'a dit, il dit, Diabaté, retiens ça. Si Laurent Gbagbo n'est pas là, si Ado n'est pas là, si Bédié n'est pas là, c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui arrête la vie. Si ça arrive demain, qu'est-ce que la Côte va faire? Qu'est-ce que notre génération devient? Il me l'a dit. Il dit, pose-toi cette question et chaque fois que tu vas marcher, je souhaite que tu intègres ça dans ta démarche. Non, moi, je pense que c'est un monsieur qui était stratège, il savait où aller. Et c'est pour ça que je vous dis que je suis profondément choqué parce que la Côte d'Ivoire a perdu une valeur. Un homme, c'est vrai, ses détracteurs disent qu'il n'avait pas de niveau, mais c'était un grand stratège politique. Et j'avoue que nous avons perdu un homme de valeur. Formé à l'école de la vie, comme vous l'avez dit. Oui, formé à l'école de la vie, il me l'a dit. À Bobo, je m'amuse à demander, pendant la campagne législative, j'étais candidat, face à la ministre Kandia Camara, j'ai dit, mais est-ce que vous connaissez les députés d'Abobo? Les gens disent oui. J'ai dit, c'est qui? Il dit, c'est Ambak. Il dit, aïe. C'est pas lui, c'est lui le maire. Il dit, non, c'est lui qu'on connaît ici. C'est pour vous dire qu'il choisissait les vendredis. Les vendredis, il s'en va à Bobo, il va prier dans des mosquées, il choisit des mosquées comme ça. Vous voyez, un monsieur comme ça... Très proche de la population. Très proche de la population, merci, il faut le reconnaître. Merci. Alors, Madame la ministre, est-ce qu'on en sait un peu plus sur le programme des obsèques? Déjà, le gouvernement a décrété 8 jours de deuil national à compter de demain jusqu'au 19 mars. Et ces jours de deuil national sont marqués par la mise en berne des drapeaux sur toute l'étendue du territoire national et dans les ambassades de Côte d'Ivoire à l'étranger. La suite du programme des obsèques. Mais la suite du programme, je pense qu'à partir du moment où le deuil national est annoncé à côté de ce vendredi, cela suppose que toute la semaine prochaine, à compter de ce vendredi, nous aurons donc le programme des obsèques. Je crois que les détails vous seront communiqués. Nous attendons donc l'arrivée de la dépouille de notre Premier ministre donc dès ce week-end, probablement le samedi, mais les précisions seront faites. Nous n'avons pas encore le détail du programme de manière officielle, mais sachez qu'à compter de ce samedi, donc, les obsèques démarreront. D'accord. Voilà. Merci Madame la ministre. Merci donc à tous d'être passés sur notre plateau. Diabaté Bey, représentant le FPI, le docteur Niamé Yao, représentant le PDCI, et Franck Anderson Kwasi, représentant EDS. Merci d'être passé. Ahmed Bakayoko, on le qualifiait d'humaniste, vous l'avez dit sur ce plateau. Les Ivoiriens en témoignent aussi dans ce micro-trottoir réalisé par Ahmed Traoré. Cette perte brutale du Premier ministre Ahmed Bakayoko est une perte vraiment pour le pays parce que c'est le monsieur qui s'est investi sur tous les plans. Aujourd'hui, c'est dommage qu'il soit parti. Et vraiment, il laisse derrière lui tout un groupe, tout un peuple vraiment meurtri. Et vraiment, on dira paix à son âme. Un grand frère, un aîné, un ami. C'est depuis l'habitat extension. On a pratiquement collaboré depuis des lustres, plus de 25 à 30 ans de liens, puisqu'il a été à son service dans ces différents discothèques qu'il gérait.
à la suite, on s'est retrouvés tous au domicile du président actuel en tant qu'agent de sécurité qui était sous sa roulette. On a fait beaucoup de chemin ensemble. Nous avons fait beaucoup de chemins, beaucoup de choses ensemble. On est restés soudés jusqu'à ce que l'activité professionnelle nous sépare et par la volonté de Dieu, on s'est retrouvés. C'est vraiment une grande perte pour nous, d'abord d'Adjamé, ensuite d'Abobo et pour toute notre génération. Bien, vous voyez, souvent on dit les bonnes choses ne durent jamais sur la terre. Hein. Quelqu'un comme Ahmed Bakayoko, disons c'est la mère poule. Et la mère poule, vous voyez ce qu'elle fait. Ahmed Bakayoko n'a pas de choix sur les êtres humains sur cette terre ivoirienne-là. Quelle que soit ton ethnie, ta religion, etc., ce monsieur n'a jamais fait de prix, n'a jamais fait de conception. Lui, tout juste, tu as un problème, oui, j'ai un problème, monsieur, je règle. Vous comprenez? Mais pourquoi ces genres de personnes ne durent pas sur cette terre-là, en fait? Et c'est la question que moi-même je me pose. Je me pose cette question moi-même. Pourquoi ces gentilles personnes ne durent pas sur cette terre? Ahmed Bakayoko, c'est un homme pluridimensionnel. Aujourd'hui, je peux même dire que c'est le père de la jeunesse ivoirienne. Aujourd'hui, c'est la jeunesse qui pleure. La jeunesse vraiment a un manque à gagner. Où vais-je trouver un monsieur comme Ahmed Bakayoko pour la jeunesse? Alors, que les gens reviennent un peu à la réalité et qu'ils prennent conscience du fait que la jeunesse est là. Il faut qu'ils s'occupent de la jeunesse. Il faut qu'ils s'occupent des démunis. Et ceci était l'œuvre d'Ahmed Bakayoko. La mort du Premier ministre m'a touché. Ça m'a beaucoup touché parce qu'il était tellement gentil et serviable. Il était très serviable. On parlait tellement bien de lui. Je dis aussi mes condoléances à toute la Côte d'Ivoire parce que nous avons perdu un grand homme. Un homme vraiment qui était gentil, qui rendait beaucoup de services. Qui rendait beaucoup de services. En tout cas, toutes mes condoléances à la Côte d'Ivoire. C'est une grosse perte parce que vraiment Ahmed Bakayoko n'a trié personne. Étant à Bobo, il s'entourait, il a mis tout le monde dans la même assiette. Il était pour tout le monde. Il était à notre besoin. Il était toujours là pour nous. Malgré qu'il avait vraiment toute cette lourde charge, mais il ne laissait jamais la commune d'Abobo. Il était toujours présent pour nous. Et puis vraiment, c'est vraiment bouleversant parce que vraiment, avec tout ce qu'il a fait pour nous, c'est Dieu qui l'a aussi voulu ainsi. Donc on ne peut pas aller contre la volonté de Dieu. Mais je dis merci aussi à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu seul sait pourquoi il a fait comme ça. Dieu seul sait pourquoi. Mais vraiment, nous sommes vraiment bouleversés et nous avons le cœur brisé aujourd'hui. C'est tout Abobo qui est en pleurs. La jeunesse d'Abobo qui pleure, Ahmed Bakayoko. Notre ministre, notre golden boy, notre maire. Un maire vraiment, je ne sais pas. C'est un homme vraiment, c'est une grosse perte pour nous. Parce qu'il était toujours là pour nous. Même quand nous avons besoin de lui, dès que nous crions, Ahmed Bakayoko est toujours présent. Il n'a jamais refoulé quelqu'un. Donc vraiment, c'est une perte pour nous. Voilà, Abobo en pleurs, la commune où il était maire, toute la Côte d'Ivoire également en pleurs, les amis et collaborateurs d'Ahmed Bakayoko également en pleurs. Pour ce deuxième plateau, nous recevons Claude Saï Soumaoro, collaborateur du Premier ministre Ahmed Bakayoko, Charles Sanga, maire, également collaborateur du Premier ministre Ahmed Bakayoko, et Yves Zobo Junior, animateur, collaborateur également ou ami? L'un dans l'autre. D'accord. Alors, on l'a dit, Ahmed Bakayoko, ceux qui vous ont précédé sur ce plateau l'ont dit, Ahmed Bakayoko se distinguait par son humanisme. Mais avant d'en parler, je voudrais tout de suite parler avec vous de sa passion pour le journalisme. Il fonde le quotidien Le Patriote. Comment a débuté cette aventure-là? Comment vous rencontrez? Charles Sanga. Bien, merci. Permettez-moi de présenter mes condoléances à la famille, à l'épouse, aux enfants du Premier ministre. Le Patriote, c'est sur des étapes. La première étape, donc, c'est de 1991 à 1993.
où le journal faisait la promotion des idées donc, du président Houphouët-Boigny et du Premier ministre de l'époque, Alassane Ouattara, en version hebdomadaire. Et la seconde aventure donc, à laquelle j'ai appartenu est celle du 5 juillet 1999. Donc le journal, après une suspension, est venu donc dans une version quotidienne et une jeune équipe donc, qui était dirigée par Ahmed Bakayoko lui-même. Je me rappelle bien que c'est lui qui dirigeait les conférences de rédaction en personne. Les premiers articles, c'est lui qui les a rédigés. Et 2 ans après, donc, après qu'il ait été promu ministre d'Intic, et donc il a dû laisser la direction du journal à Amity Sendo. Mais il n'en est pas moins resté proche, n'est-ce pas, au niveau des conseils, au niveau de l'interpellation sur notre responsabilité, certaines des choses qu'on devait pouvoir éviter. En tout cas, il avait vraiment le journalisme dans le sang. Vous l'avez senti vraiment passionné? Absolument. Une passion qui, selon des enquêtes, remonte au lycée. Déjà à 13 ans à Djamé, il était rédacteur en chef du quotidien, enfin du journal de son école. Oui. Yves, dans le cadre justement de sa passion de journaliste, vous avez eu à collaborer avec lui? Oui, on a ensemble mis sur pied Radio Nostalgie. C'est une aventure extraordinaire parce que j'étais un pur produit de la RTI. Ahmed était donc plus un frère qu'un collaborateur, un frère. Et un soir, tout excité, il vient me voir et me dit « Ah, on a un grand rendez-vous avec la première dame qui souhaite qu'on puisse s'engager dans la libéralisation des radios privées commerciales. » Alors moi, je suis Yves Zogbo Junior, hyper vedette de la RTI, donc je me voyais difficilement en train d'aller à l'aventure, vers des lendemains incertains. Mais la fougue de mon frangin m'a motivé. Et je me rappellerai toujours cette grande phrase quand on était devant, à l'époque, Madame Ouattara. On lui dit, écoutez, mais nous, on n'a pas de sous pour entrer dans cette grosse machine. Et comment est-ce qu'on fait pour prendre des parts et tout? Elle dit, mais c'est très simple. Vous en faites une grande radio et considérez que vous avez mis vos parts. Et c'est comme ça qu'on lance Nostalgie avec Ahmed en grand patron, puisqu'il avait déjà ce doigté de manager. Et il m'a confié la touche des programmes parce que, disait-il lui-même, tu sens plus les aspirations aussi bien des auditeurs. C'est pour ça qu'on en a, et c'est comme ça qu'on en a fait une grande radio. Alors, votre rencontre, votre toute première rencontre, c'est dans quelles circonstances? Ça remonte à quand et c'est dans quelles circonstances? Waouh! Ahmed le frère, c'est d'abord un homme avec un grand H. C'est quelqu'un qui admire. Ahmed se rapproche de moi par admiration. Ahmed, quand il vous parle d'un monsieur comme Didier Drogba, c'est par admiration. Ahmed, quand il parle de Kofi Olomide, c'est par admiration. C'est un fan. C'est un fan. C'est comme ça. C'est comme ça, lors d'un grand concert au Palais des Congrès, qu'Ahmed se rapproche de moi et on ne se quitte plus. Je ne sais même plus. Et il vous dit quoi quand il se rapproche de vous? Vous vous en souvenez? Non, je ne m'en souviens pas, mais toujours est-il que, partant de là, chaque fois que j'avais, par exemple, des animations à faire à l'intérieur du pays, il décidait de m'accompagner. Et je me marre parce qu'une fois, on était à un dîner face à Sa Majesté le roi du Maroc. Il a sorti une phrase qui m'a tué et le roi était tout éberlué. Il m'a posé la question pour dire, c'est vrai. Il m'a dit, Majesté, vous savez que j'étais le garde de corps d'Yves. Hein? Il dit, pardon? Il dit, si. Quand il allait dans les manifestations, comme j'étais plus corpulent et autres, et lui, il était tout minus, donc je me mettais devant. Ahmed, non, Ahmed m'admirait. Et c'est ce lien-là qui a fait que j'ai fait de lui mon jeune frère, battant, plein d'amour, et qui ne m'a jamais, je dis bien, jamais abandonné.
j'ai connu des périodes terribles d'exil et autres. Et pour rien au monde, il ne m'a laissé tomber. Aujourd'hui, j'en parle avec beaucoup d'émotion. Beaucoup d'émotion. Parce que je suis très proche aussi de Yolande, son épouse. Ce que je peux dire, c'est que c'est un grand homme qui part. Alors, on va vous laisser reprendre tous vos esprits. On sent les larmes qui perlent. Merci. Alors, Claude Sailly, vous êtes l'un des collaborateurs, on va dire, les plus proches du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Et comment vous avez appris cette terrible nouvelle? Je l'ai apprise, hein. Cette nouvelle, je l'ai apprise comme tout le monde. J'ai eu un coup de fil qui m'annonce que bon, Ahmed est décédé. Je dis, ah bon? Tout de suite, j'essaie d'aller au plus profond de moi pour retrouver ce qui fait ma force, garder mon calme, garder ma sérénité. Parce que mon père m'a appris une chose, l'enthousiasme est ennemi de la rigueur. Reste fort en toute situation. Car comme le dit le poète, pleurer, crier, gémir ne régleront absolument rien. Regarde la réalité en face et puis appréhende-la. De toute évidence, avant qu'il ne parte en France, on devait se voir. On s'est vu. Après la rencontre qu'il a eue avec M. Gikawe, j'ai été très surpris parce que j'étais assis à la maison ce jour-là. Il m'appelle, Claude, il faut que tu sois avec moi à 11h30 parce que je reçois Gikawe. Je lui dis, ah bon? Il me dit, oui, j'insiste. En fait, dans le ah bon, c'était pourquoi moi en réalité. Et quand je viens, je comprends. Il m'a laissé un certain nombre d'instructions. Tu vas l'accueillir au bas des escaliers, vous l'installez, et quand on finit, tu le raccompagnes à sa voiture. Parce qu'il avait des messages à me faire passer. Mais après, quand on s'est vu à la maison, c'est vrai que je l'ai trouvé un peu fatigué. Mais vous ne vous attendez pas à... Non, non. Il m'a dit, ah mais tiens, je suis fatigué. Et moi qui lui dis, bah, qu'est-ce que moi je dirais, puisque vous m'avez, pendant de très longs moments, mis à rude épreuve. Je fonctionnais un peu comme le rat de la République. C'est-à-dire? Celui qui fait les connexions, qui arrondit les angles, qui rencontre un tel, qui essaie de régler tout ce qui peut être réglé avant qu'on arrive sur scène. Ahmed m'a fait jouer ce rôle depuis 2013. Alors, il vous a fait confiance, alors que vous n'étiez pas de son sérail initialement. Voici un trait de caractère qu'il faut retenir de lui. En 2013, je conseillais certains chefs d'État africains. Et puis, l'une des filles d'une grande personnalité togolaise, Edem Kodjo, Florence, veut rencontrer le président Ouattara. Et elle ne sait pas qui passer. Elle m'en parle. Je rencontre le colonel Touré, qui facilite les rencontres. On part à cette audience. Et moi qui n'étais pas concerné par le sujet, je reste dans la salle d'attente et j'ignorais qu'il avait un écran devant lui. Donc il dit au colonel Touré, mais il y a un troisième qui est avec vous, pourquoi est-ce qu'il reste dans la salle d'attente? C'est qui? Et quand le DRG Touré lui dit c'est Claude Sailly, il dit ah mais qu'il vienne. 2013. Je viens et il met de côté l'histoire pour laquelle nous sommes venus. Il me dit mais je te cherche depuis longtemps, je ne sais où te trouver, qu'est-ce que tu fais? Et je lui dis un peu ce que j'ai fait. Il me dit non, je veux travailler avec toi. Appelle-moi. Il se lève, il prend sa carte de visite, il marque son numéro personnel et appelle-moi. Je l'appelle 2 ou 3 jours plus tard. Et quand je me présente, il y a Bamba Cheikh Daniel, il y a Kouadio Yao, il y a Michel Rosier, paix à son âme. Je vais pour un entretien d'embauche. Alors c'était une causerie. On finit, il m'amène devant Ahmed, devant le ministre d'État, et ils lui font le point. Il me dit, je t'embauche comme directeur des affaires politiques. J'ai dit, maintenant, vous plaisantez. Voici comment ça part. Alors, si je vous dis cela, c'est parce que c'est quelqu'un qui traverse les cultures, mais qui est au-dessus des ethnies, qui ne cherche même pas à savoir qui vous êtes, mais qu'est-ce que vous valez. 2 ans plus tard, lorsque nous sommes en train de mettre la Chambre des rois et chefs traditionnels sur pied,
La rencontre a lieu pour la première fois avec le président Ouattara au palais. Mais le ministre d'État s'empresse de demander au président Ouattara de nous recevoir. Claude Saï, Vincent Tobi, Amani Poufélicier. Et je me rappelle encore comme si c'était hier, le secrétaire général de la présidence, Amadou Gon, me fait signe, mais Claude, c'est toi qu'on appelle là-bas. Est-ce que vous connaissez un seul patron qui peut se permettre de prendre un de ses employés et le présenter au plus grand patron? J'ai gardé cette photo devant la table qui me permet de faire des méditations et des élévations. J'ai gardé cette photo parce que, vous voyez, il n'y a pas cette animosité. Il croit en l'homme. Il m'a fait confiance. Et j'ai agi en faisant ce que je pouvais. Parce que j'ai compris que en lui, il y avait sûrement beaucoup de faiblesses. Mais il avait trop de vertus. Il avait sûrement beaucoup d'à peu près. Mais il y avait trop de bonté. Alors, l'une des vertus que je voudrais bien qu'on parle, c'est son humanisme. Oui. C'est son humanisme, oui. Tout le monde en parle. Oui. Alors, qu'est-ce qui recentre véritablement son intérêt autour de l'être humain? Parce que je pense très sincèrement que Ahmed a obtenu une agrégation. Laquelle? Que beaucoup de personnes ignorent. Il était diplômé, il avait une agrégation. L'agrégation de la vie. Je pense qu'Ahmed a franchi beaucoup d'étapes et a retenu beaucoup de leçons de la vie. Vous savez, pour être un diplômé, pour être un universitaire, mais vous ne serez pas un intellectuel. Être un diplômé, être un universitaire, ne fait pas de vous un intellectuel. L'intellectuel, c'est celui qui met le cœur, les idées, l'idéologie, la passion, la force, la fougue au service du bien, pour le bien-être des populations. Et Ahmed, c'était ça. Je me rappelle lorsque nous devions faire les dialogues politiques. Et par moments, j'étais dépité, j'étais découragé. Il me disait, non, mais Claude, vas-y. Vas-y parce que, attention, le président nous regarde et nous avons le devoir de résultat. De réussir, ouais. Je vous dis une chose. Il avait tellement cet amour de faire plaisir au président que la première audience officielle que j'ai avec le président Ouattara, mais Ahmed m'appelle dans son bureau, il me fait asseoir. Comme un coach. Il dit, attention, tu dois rencontrer quelqu'un qui est perfectionniste, qui regarde jusqu'au nœud de la cravate que tu porteras, qui fera attention à des détails auxquels tu ne pourras t'attendre. De quelle manière as-tu noué les lacets? Sois juste, sois vrai parce que celui que tu vas voir est un grand. Et lorsque j'ai fini ma première audience avec le président Ouattara, la première audience officielle, dans la cour du palais, j'ai appelé le ministre d'État, il était encore ministre d'État, il me dit fais-moi le compte-rendu. Et quand je lui ai fait le compte-rendu, je l'entends encore me dire bravo Claude, bravo, bravo. Donc derrière cette carrure, il y avait un cœur. Or, il est dit que le cœur de l'homme est plus profond que l'océan. Ahmed a réussi à ouvrir la porte supérieure de son cœur de sorte à laisser jaillir la charité intellectuelle, la générosité. Or, si vous arrivez à le faire, pendant que vous pleurez quand vous arrivez sur terre et que les parents vous applaudissent, lorsque vous vivez de cette manière, tous vous pleurent, et vous partez heureux. Et je pense que Dieu lui accordera cette félicité. D'accord. Alors, Charles Sanga, comment vous découvrez ce côté humanisme du Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui, je rappelle, a fondé le journal que vous gérez? Oui, pour étayer un peu l'aspect spontané du personnage, je pense que moi-même qui vous parle, avant 2005, j'avais eu à le rencontrer peut-être 2 fois. Il y avait un autre responsable, mais quand il y a eu la scission, il y a eu une scission donc, au niveau de l'équipe de direction. Il ne me connaissait pas assez bien. C'est quelqu'un, donc il y a parlé de moi. Un soir, il m'a appelé aux environs de 19h, pendant au moins 2 heures de temps, sans qu'on ne se voit, lui et moi, pour m'expliquer pourquoi il souhaitait que je reste là et les responsabilités qu'il allait me confier. Et une semaine après, la décision est arrivée sans que
On a eu à s'asseoir, lui et moi, pour échanger. Effectivement, il ne me connaissait pas assez bien. Et cela a continué. Et je voudrais dire que l'ensemble du personnel de son journal aujourd'hui retient du Premier ministre Ahmed Bakayoko une chose, il n'avait pas de tri. Un jour, il est venu à la rédaction, nous l'avons reçu, il a demandé qu'est-ce qui ne va pas. Nous lui avons dit nos préoccupations et la plus grande préoccupation, c'était que les membres de la rédaction voulaient souscrire à une opération immobilière. Il a réfléchi, il a dit « Ok, je verrai ce que je ferai ». Mais pour ne pas entrer dans les détails, je peux vous dire qu'aujourd'hui, grâce à lui, plus d'une quarantaine de personnes dont sont inscrites dans cette opération immobilière et il a personnellement dépensé pas moins de 200 millions pour permettre aux travailleurs donc, de Mayama Édition, parce que Mayama Édition, c'est le nom de sa mère. De sa défunte et mère. il a dit, pour vraiment l'hommage, pour la mémoire de sa maman, il ne permettrait pas que donc, le patriote ne paraisse pas un seul jour. Et donc, ça, il a fait pour des jeunes frères qui travaillent avec lui et il le fait tous les jours pour chacun, pour chacune de nous. D'accord. Alors Yves, vous l'avez vu gravir les échelons selon les témoignages que vous avez donnés tout à l'heure. Selon vous, qu'est-ce qui recentre son intérêt autour de la valeur humaine, de la personne humaine? On le dit très généreux, très porté sur le bien-être social des personnes qui sont proches de lui. Pour en rajouter à ce que l'ambassadeur Saïd et le frère Sanga disaient, je pense qu'il a donné beaucoup de ce qu'il n'a pas eu en termes d'amour. On sait comment il perd sa mère et Ahmed ne peut pas concevoir qu'une personne soit dans le besoin ou la souffrance et que lui, ayant les moyens, ne puisse pas soulager cette personne. Je donnerai un exemple sans citer le nom de cette actrice ivoirienne qui aujourd'hui est en France. Il est malade. Je vous parle d'il y a 3 semaines. Il est malade. Je reçois un SMS de cette actrice qui me dit qu'elle doit subir une opération et juste après l'opération, elle souhaite vraiment rentrer chez elle. Donc elle m'envoie le message et moi je l'envoie directement à Ahmed. En principe, il m'appelle, mais le sentant fatigué, il dit à un de ses collaborateurs, écoute, dis à Yves simplement, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette dame, parce que si elle doit rentrer, il faut qu'elle rentre chez elle. Elle nous fait l'état des lieux, et dans la minute qui suit, automatiquement, elle est soulagée. Depuis maintenant depuis l'annonce de la mort d'Ahmed, je reçois des messages vocaux terribles de cette dame qui aujourd'hui n'arrive pas. Alors, pour moi, les Ahmed, il n'y en a qu'un seul. Je prends un autre exemple, des artistes étrangers arrivent en Côte d'Ivoire. On en a eu 2 ou 3 d'Afrique centrale. Toujours malades. Ils m'envoient un message. Cher frère, je ne pourrai recevoir personne. Assure-toi que tout se passe bien et que ces artistes qui viennent retournent chez eux dans de bonnes conditions. Sur ce, il met en place un dispositif, une logistique qui permette à ces artistes-là de venir, de faire ce qu'elles doivent faire et de retourner. Donc pour moi, c'est cet amour-là qu'il n'a pas reçu, mais qu'il donne sans compter. Sans compter, et c'est une qualité qu'aujourd'hui tout le monde de la culture lui reconnaît. C'est-à-dire que tu ne peux pas voir... Le monde des médias également, comme le dit Charles Sanga. Voilà, bon, disons que le monde des médias, parce que Sanga est là, je parle du monde de la culture pour être vraiment imprégné. Et je crois que c'est comme ça que moi je comprends le comportement et l'attitude d'Ahmed. Alors, Claude Saïd, comment tout ça a été organisé au niveau du cabinet ou à son niveau personnel? Comment il arrivait à répondre aux sollicitudes des uns et des autres? C'est incroyable. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ne savent pas et n'ont pas connu Ahmed. Mais il a une mémoire d'éléphant extrêmement organisée.
Au départ, je pensais avoir affaire à quelqu'un qui avait la tête dans le nuage. Faux. Mais qui prête attention à tout. Mais je vous jure, il est le seul qui vous rappelle que demain, à 16h, je dois rendre visite à un tel, présenter des condoléances. Mais il savait exactement les dates d'anniversaire. Il savait exactement les personnes décédées à qui... Mais il a une mémoire d'éléphant, il a une force d'adaptation. Et un jour, je lui ai posé la question de savoir, mais comment est-ce que vous arrivez à faire tout ça? Il dit, observe-moi bien, parce que moi j'ai observé le président Ouattara. Je voyais toujours Ahmed avec deux types de calepins. L'un à droite et l'autre à gauche. Quand vous êtes dans des discussions à un niveau très élevé et qu'il sort le calepin de droite, tout de suite, je comprends que c'est une annotation qu'il fait parce que ce message-là est apporté au plus haut niveau. Lorsqu'il sort le calepin de gauche, c'est sûrement pour rappeler à ses collaborateurs un certain nombre de choses. Il n'avait jamais de calepin comme ça devant lui. Deux types de calepins. Une organisation parfaite. Alors, quelle scène ou quel acte vous a le plus marqué avec lui? Ah, beaucoup. Qu'est-ce que vous retenez? Résumez-les en une image ou en une scène? Oh là là, beaucoup. D'abord, la générosité. Très grande générosité. Un des actes que Ahmed a posé me concernant, je préfère parler de moi parce que pour les autres, il en a tellement fait, en passant par moi d'ailleurs, que je ne peux... Quand j'entre nouvellement dans le ministère et que nous commençons à travailler, j'organise des sorties pour lui, des voyages, il me fait appeler. Il me dit, je veux te parler, Claude. Beaucoup de personnes ne comprennent pas le sens profond de la vie. Fais en sorte, jeune frère, qu'en partant de ce ministère ou en me quittant, on ne dise pas qu'Ahmed n'a pas été bien avec un tel ou un tel autre. Évite de gaspiller le peu que tu as dans les amusements. Ne prêtez pas attention à ce que je fais, parce que ce que je fais n'est qu'un rôle. Construis-toi. Et il me raconte la manière avec laquelle il a obtenu sa première maison. Et il me dit, tu ne seras homme, tu ne seras grand, tu ne feras de la politique que lorsque tu auras ta demeure à toi. Cette phrase, c'est le président Ouattara qui me l'a dite. Vous savez, ce n'est pas toujours que les patrons vous appellent pour vous parler de la sorte. Ahmed s'est permis de rencontrer mon père. Et je me rappelle encore des mots qu'il disait à mon père. Papa, je suis avec ton fils, mais ton fils est avec moi. Parce qu'il avait compris avec beaucoup d'humilité que ce qu'on perd en beauté, on le rattrape en élégance. Il avait très bien compris que ce qu'il ne pouvait pas le faire, des collaborateurs chevronnés pouvaient l'aider à le faire. Mais lui, un grand manager, arrivait à coordonner tout cela et puis on avançait. D'accord. J'ai tellement de scènes, j'ai tellement de choses à dire. Je préfère que la lumière éternelle dans laquelle il se trouve aujourd'hui lui permette de m'envoyer de très bonnes ondes, de sorte à ce que, de par les actes que je vais poser, je puisse dire un jour, oui, Ahmed a été pour moi ce qui... Merci Claude. Alors Charles, vous retenez quoi de lui? Quelle image ou quelle scène le résume parfaitement pour vous? Très rapidement. Je pense que quand on l'a côtoyé pendant une vingtaine d'années, c'est toute une encyclopédie qu'on peut en tirer. Mais je voudrais révéler qu'en 2007, mars 2007, de retour de Bouaké, avec des collègues, nous faisons un grave accident de la circulation. Nous sommes donc transportés par les sapeurs-pompiers au CHU de Yopougon. Et là, nous restons là dans la salle sans soins jusqu'aux environs de 18h. Moi, j'avais fait un coma. Et après, j'entends la voix de mon patron qui arrive et qui dit « Mais qu'est-ce qu'ils font là ?» Et donc, il demande effectivement qu'on nous transporte tous, pour ne pas faire de publicité, à la PISAM. Nous y arrivons, mais il est resté là, avec nous, jusqu'à ce que moi je passe en opération. Mais nous étions 5 blessés. Le ministre, en ce moment-là, il était ministre, a dû prendre en charge l'ensemble des soins. Selon ce que je sais, c'est monté à plus de 10 millions de francs CFA.
Il a payé sans demander quoi que ce soit. Mais c'est l'humanisme dont il a fait preuve en restant là, jusqu'aux environs de 3 h du matin, pour s'assurer que les soins qui sont portés à ses collaborateurs sont des bons soins. Il ne nous prenait pas comme des employés. Nous étions vraiment des collaborateurs pour lui au niveau du journal. Et ça, je pense que c'est quelque chose. Il y a un parmi mes agents qui l'a connu depuis les années 70, qui devait aller à la retraite. Il m'a appelé pour dire non, vu les relations personnelles que j'ai avec lui, je souhaite que tu les gardes et moi-même, je m'occupe de son salaire. Et c'est le cas jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Merci Charles Senga. Alors Yves, qu'est-ce qu'on devait retenir de lui selon vous? Dans le même sens, hein, Ahmed, si je devais le définir et amener cette jeunesse qu'il admire à retenir l'essentiel, il était dans le mimétisme, la méthodologie du président de la République, le mode de fonctionnement, l'admiration de la capacité de travail de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, dont il disait « j'arrive pas à comprendre, mais je ne sais pas si ce monsieur dort ». Et l'un dans l'autre, il a réussi à adapter ça à son mode de fonctionnement en se faisant entourer de personnes de qualité. La musique, pour Ahmed, c'était un exutoire. Un exutoire. Je donnerai une seule anecdote, et c'était notre jeu à nous deux. Quand il écoute une chanson, il prend le stylo, 2e minute, 32 secondes. Allô, Kaloua, tu as écouté le truc? Je dis non, non, non. Écoute la chanson de tel truc à la 2e minute, 32 secondes. Et tu me rappelles. Alors, j'écoute, 2e minute, 32 secondes, rappelle. Je vois que le vocaliste pique, il dit c'est fabuleux. Alors, donc c'est ça. Et pour moi, c'était quelqu'un d'hyper organisé. Hyper organisé. Ne retenez pas, il jouait vraiment un rôle, ne retenez pas le Ahmed que vous voyez dans les spectacles. Il était vraiment dans l'exutoire. Quand on a la masse de travail qu'on doit fournir au poste et aux fonctions qu'il occupait, à un moment donné, il faut effectivement pouvoir... Avec un penchant particulier pour la musique congolaise? Non, c'est moi qui fait découvrir la musique congolaise à travers les Afrique Étoile à Ahmed Bakayoko. Ahmed aimait la musique, pour ne pas dire toutes les musiques. Mais n'oublions pas, et là je reviens dans les années, n'oublions pas que les premiers rythmes qui ont bercé nos enfances, pour ne pas parler de la mienne, c'est de la musique congolaise. Pierre Amédée, Anoumambou Félix et autres, dans la rythmique Atié ou Bété, la rythmique, elle était congolaise. Où on était, ou High Life, ou Congo. Alors donc, la musique congolaise, les Congolais le lui rendent tellement, tellement bien. Mais sinon, Ahmed, quand il le pouvait, c'était tous les samedis et tous les dimanches aux Zébiers pour le Zouglou et autres. Et je pense que sur le 3e plateau, ils le diront. Il aimait la musique. Mais il était vraiment émerveillé par la méthode de travail des groupes congolais. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ce sont les derniers qui nous ont montré comment est-ce qu'on pouvait encore résister en faisant de gros lives. Ils viennent à 15, 20, c'est vraiment de grosses machines. Et je le dis encore une fois, comme je l'ai dit au début, quand il admire, il est entier. En tout cas, c'était également l'ami de la jeunesse, on va en parler tout à l'heure. Merci d'être passé sur notre plateau. Charles Senga, je rappelle que vous êtes le directeur de publication et gérant du quotidien Le Patriote, également maire à Tafiré, dans le nord du pays. Yves Zogo a du bon vécu avec l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko. Merci d'être passé sur ce plateau. Et Claude Sailly, collaborateur du Premier ministre, merci d'être passé. Et comme je l'ai dit tantôt, Ahmed Bakayoko était l'ami de la jeunesse. On en parle dans ce micro-trottoir avec Ahmed Traoré. La mort du Premier ministre, vraiment, ça nous prend au dépourvu. Voilà, quelqu'un qui était, je crois bien, il n'y a pas trop longtemps, je l'ai vu, et il était en pleine forme. Ahmed Bakayoko, moi, je l'ai connu en 90, et avant 90, c'est quelqu'un qui était le président des jeunes étudiants et élèves de Côte d'Ivoire au Burkina. C'est un travailleur,
un bosseur et je crois que la Côte d'Ivoire a perdu un illustre homme politique. Et vraiment, je m'incline devant sa dépouille mortelle et je présente mes condoléances à toute sa famille, à sa femme et à ses enfants. Sincèrement, c'était un homme du milieu, c'était un grand homme. Et moi, personnellement, je l'ai apprécié parce qu'il était vraiment ouvert. Et puis, il avait la main sur le cœur. Et ça fait mal. Ça fait mal, même si tu n'es pas du bord de son parti. Mais en tant qu'un bon Ivoirien, vraiment, il faut vraiment être touché. Vraiment, ça me touche. Je suis vraiment touché, ça me fait mal. Voilà. Et j'ai dit Yako à tout le monde, à toute la population ivoirienne, parce que ce n'était pas seulement pour la Côte d'Ivoire, il était quelqu'un qui était adulé partout. Et même les artistes internationaux chantaient son nom. Vraiment, ça prouve qu'il était vraiment quelqu'un de bien. C'est la vie, hein. Voilà. Sur la terre, on est venu, c'est vrai. Chacun fait ce qu'il a à faire. Et puis bon, quand l'heure de Dieu sonne, personne ne peut empêcher cela. Voilà, c'est Dieu qui l'a rétabli. C'est Dieu qui a permis qu'aujourd'hui il soit l'ami des jeunes. C'est Dieu qui a permis qu'il soit l'ami à tout le monde. C'est le même Dieu qui l'a appelé à ses côtés. On ne fait que rendre gloire à Dieu, que son âme repose en paix. Quand moi-même j'ai appris, vraiment, je ne croyais pas. Mais franchement, ça m'a beaucoup marqué. C'est notre Premier ministre, parce que ce qu'il faisait pour les jeunes, c'est quelqu'un qui aime le social. Tu vois, donc il fait beaucoup pour les jeunes. Donc vraiment, il y a quoi à sa famille, à sa femme et ses enfants et ses amis. Vraiment, je veux dire condoléances, voilà, que son âme puisse reposer en paix. Alors, Ahmed Bakayoko était également communicateur, on l'a dit, sur ce plateau. Moussa Konaté s'est intéressé à cet aspect de sa vie. La nouvelle de son décès a plongé tout le pays dans le deuil, mais aussi le monde de la presse. Ahmed Bakayoko, Premier ministre, fut journaliste et patron de plusieurs médias. C'est l'engagement d'un jeune homme qui, en 1991, a décidé de créer le groupe de presse Maïma Édition, qui édite le journal Le Patriote, dont la ligne éditoriale était le soutien aux actions du président Houphouët-Boigny et du Premier ministre Alassane Ouattara à l'époque. Ahmed Bakayoko, avant d'être le grand commis de l'État, le grand serviteur de l'État, il a été d'abord un pionnier de la presse plurielle en Côte d'Ivoire. Ce mercredi 10 mars 2021 date de sa mort, un jour mémorable pour l'ensemble des Ivoiriens, plus particulièrement pour les travailleurs du journal Le Patriote, dont il est le fondateur. Au siège de ce quotidien, c'est la tristesse et la désolation. Des agents encore sous le choc. Tout le monde connaît la relation entre Ahmed et Le Patriote. Apprendre dans ces conditions sa disparition nous a coupé le souffle. Hier donc, c'était d'abord dans l'âme que nous avons pu achever ce journal pour qu'il paraisse ce matin. Alors, Ahmed Bakayoko, l'ami des jeunes, sur ce plateau, nous recevons des jeunes, des visages du showbiz, également des personnes qui ont connu Ahmed Bakayoko depuis les bancs de l'université. Bonsoir à vous. Bonsoir. Angelo Kabila, Moses Djenko, Edima Nguessan, Moustapha Dosso. Alors, Moustapha, tout de suite avec vous. Vous étiez de l'aventure ouagalaise avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Oui, Ahmed et moi, nous sommes connus pendant les années 80, précisément le 27 septembre 85 à Ouagadougou, où nos chemins se sont croisés. D'accord. Et vos chemins sont croisés à Ouagadougou. Comment s'est passée la cohabitation? Ahmed était étudiant, moi je venais pour faire mes classes à l'université. Mais nous sommes affrontés lors d'une élection pour mettre sur pied le bureau des élèves et étudiants ivoiriens au Burkina Faso. Une élection rude, et puis après, les autorités ivoiriennes s'en sont mêlées, de sorte qu'Ahmed soit président et moi le premier vice-président. Depuis lors, nous ne sommes plus jamais quittés. Nous avons terminé nos études et puis nous sommes rentrés en 88 à Abidjan. D'accord. Alors, vous l'avez connu, on va dire, depuis l'université. Est-ce que ça a
trajectoire vous permettait de le positionner à ce niveau qu'il atteint aujourd'hui? Oui, Ahmed a fait ses classes au Burkina Faso. Vous savez, en son temps, au Burkina Faso, la Côte d'Ivoire n'avait aucune représentation diplomatique. Donc, en quelque sorte, Ahmed et moi, nous étions un peu de petits ambassadeurs de Côte d'Ivoire là-bas. Nous avons fait nos classes et puis rentré au pays. Tout de suite, Ahmed a été candidat aux élections du Messi en 88. Et puis après, juste, il a dirigé la jeunesse universitaire et scolaire. Juste après, Ahmed a fait ses classes au PDCI. Et puis, l'aventure est partie. D'accord. Alors, Angelo Kabila, quand on vous voit tout de suite, on pense showbiz. C'est un milieu qu'affectionnait particulièrement le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Qu'est-ce qu'il y faisait exactement? Ambak, comme je l'appelle affectueusement, mon boss, est un homme de culture. C'est un homme qui a su reconnaître la valeur de la culture au milieu des hommes. Je le considère comme un monsieur qui a l'homme au cœur de la vie. Et pour lui, au-delà de tout, c'est le bien-être de l'homme qui compte. Il a compris que les artistes, les hommes de culture en Côte d'Ivoire avaient beaucoup de soucis parce que je pense que nous n'avons pas encore une organisation parfaite. Déjà au niveau de l'organisation des concerts, des productions d'artistes, tout ça, nous n'avons pas encore la machine nécessaire pour que l'artiste puisse vivre de son art. C'est ce monsieur-là qui a toujours été là pour nous accompagner dans nos projets. Parce que quand vous n'avez pas de soutien, quelle que soit la beauté de votre projet, vous n'irez nulle part. Et Ahmed a toujours été là pour nous. Ahmed n'a jamais donné dos à nos difficultés, quelles que soient les tendances, les positions. Toute la Côte d'Ivoire, c'est que j'ai pour meilleur ami Charles Blé Goudé. Et à un certain moment donné de la vie, mon rapprochement avec Ahmed a failli se faire interpréter. Il m'a dit, Kabila, moi je suis un jeune, je suis au cœur de la jeunesse, quelles que soient les positions, je suis avec vous. Envoyez-moi les projets nécessaires, les projets qu'il faut, nous serons à vos côtés. Et il n'a jamais failli à cette parole. C'est ce monsieur-là qui nous a accompagnés dans tous les grands projets que nous avons essayé de mettre en place depuis que nous sommes dans la culture. Et aujourd'hui, je peux dire avec beaucoup d'amertume que c'est le monde culturel, au-delà du show business, qui paie un mécène, qui paie un parrain, qui paie un père, qui paie un ami. Parce qu'il ne s'est pas contenté de nous accompagner. C'est ce monsieur-là qui nous a toujours donné les conseils nécessaires, qui nous a toujours orientés, qui nous a encadrés. Je pense qu'il n'aurait pas dû nous quitter comme ça. Il n'aurait jamais dû nous abandonner comme ça. Mais comme on a Dieu au-dessus de nous tous, et nous considérons que tout ce que Dieu fait est bon. Et nous n'allons pas le décevoir. D'accord. Parce que vous vous préparez certainement à lui rendre un vibrant hommage. Au-delà du vibrant hommage, il faut qu'il comprenne que ce qu'il a voulu pour nous, ce qu'il a voulu mettre en place pour nous, l'organisation et tout cet accompagnement, nous allons nous battre de sorte à ce que son action ne reste pas inutile. Moses, votre histoire avec Ahmed Bakayoko, sinon l'histoire d'Ahmed Bakayoko avec la jeunesse ivoirienne, comment il arrive à devenir, on va dire, le parrain de la jeunesse ou le modèle pour toute une jeunesse? Tout à l'heure, Dosso Moussafa parlait de l'aventure 85 à Ouagadougou où il était élève avec lui à Ouaga. J'étais du contingent également. D'accord. Nos chemins se sont rencontrés à faveur donc, de la fête d'indépendance de l'époque qui s'est déroulée en 86 exactement, si ma mémoire est bonne. Et à partir de mon lycée, j'avais pensé organiser une sorte de jeu d'invisibilité pour alimenter un peu cette soirée-là qui était assez particulière pour les élèves de l'époque, parce qu'il n'y avait pas, au-delà donc du bal, il n'y avait pas de manifestation à l'intérieur de ce rendez-vous-là. J'ai donc pensé à ce jeu d'invité-là, et c'est à partir de là qu'on s'est connus, et il m'avait susurré à l'oreille qu'il fallait que je l'accompagne dans son projet de devenir le président des élèves étudiants de là-bas à l'époque. Contre Moustapha Dosso. Oui, et c'est là qu'est partie notre amitié. Et cette amitié se poursuit quand on est revenu au pays pour continuer les études ici. Je vous fais une anecdote assez surprenante. Allez-y. Vous savez, c'est en 90 exactement,
quand on avait repris le coup, après donc, la période de 6 mois d'année blanche, c'est dans ma chambre qu'il a pris l'idée, il a eu l'idée de créer le journal Le Patriote, dans ma chambre au campus 2001, dans ma chambre d'étudiant à l'époque. À Cocodier. En riposte au journal Ball Coach, qui tirait à boulet rouge, qui fusillait le parti au pouvoir à l'époque, qui défendait le PDCI. Il a eu l'idée de monter donc le Patriote. Et c'était juste après un discours de Laurent Gbagbo, qu'il avait écouté donc à travers la télévision, et il avait dénoté une erreur historique. Sa phrase, Gbagbo, en tant qu'historien, ne pas faire cette erreur historique. Et sur le champ, il est venu voir les responsables de la télévision après pour dire qu'il avait une riposte relativement aux propos du président Gbagbo. Et on l'a enregistré là, je me souviens très bien. J'avais accompagné Ahmed Bakayoko à cet enregistrement dans la cour de la télé. C'était Benson qui avait dirigé cet enregistrement. Et c'est à partir de là qu'il a eu la confiance des autorités pour l'accompagner dans son projet avec le journal Le Patriote. Nos relations, évidemment, se sont poursuivies plus tard. Quand j'étais à Top Visage, il avait voulu créer un magazine également de même genre, qui est un magazine People. Il m'a suggéré de trouver un naming, un nom. Ce que j'ai fait en désignant le magazine Abidjan Magazine. À partir de là, nos rapports se sont développés jusqu'à ce que je conduise plutôt les artistes congolais. Je convoie les artistes congolais à Abidjan pour différents concerts, notamment celui de Kofi Olomide, de Wenge Muzika, dans les années 87 jusqu'en 97, en 98, 99, avec la boucle des Pharaons que je suis allé chercher à Kinshasa également. D'accord. Alors, comme je disais tantôt, on le retrouve à Abidjan et même en Côte d'Ivoire comme le parrain de la jeunesse, un modèle pour l'ensemble de la jeunesse. Comment il arrive à se faire, à implanter cette image de lui dans l'esprit de la jeunesse, à se présenter comme un modèle pour cette jeunesse-là? Alors, je prends tout à l'heure Kabila au mot, et quand il disait tantôt que sans clivage idéologique, il rassemblait, il aidait les jeunes, il rassemblait les jeunes. Kabila et moi avons été convoqués, je dirais de façon, comment on dit, militaire, non? Il nous a dit, montez-moi un plan Marshall pour développer, pour dynamiser la culture ivoirienne, la culture urbaine. C'était en 2012, je crois, si ma mémoire est bonne. Il nous a dit, montez-moi un projet pour accompagner la jeunesse urbaine, musicale notamment. Et d'où est parti, c'est là qu'est parti le projet des Zouglou-Des de Kabila. D'accord. Il a dit, essaie de faire un maillage systématique du pays. Il ne faut pas que les concerts se retrouvent, les spectacles se retrouvent en Abidjan. Allez-y à l'intérieur du pays, montez des projets. Sur cette voie, ce que je fais pour vous accompagner. Et Kabila a réussi à le faire. Et il est là, il est au-delà. On citait tantôt, j'ai écouté tantôt Yves Zogo dire qu'il avait comme ami... il allait suivre le Zouglou à Yopougon. Il allait en casquette, en culotte, en polo, pour aller suivre également cette musique urbaine-là, accompagné de ses amis de l'époque. Et puis, il a touché tout le monde, notamment la jeunesse sportive. Il avait un tournoi qui était parrainé par Ahmed Bakayoko à Yopougon, ça s'appelle le tournoi Zébier. Et chaque année, il mettait la main à la poche pour accompagner ce projet-là. Alors, on a le président de la jeunesse de Côte d'Ivoire avec nous, Edima Nguessan. Bien sûr. Alors, comment vous allez? Très bien. D'accord. Très bien. Alors, quels étaient vos rapports avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko? Non, au-delà de nos rapports, il faut voir les rapports de la jeunesse ivoirienne. C'est de la jeunesse que je parle exactement, puisque vous la représentez sur ce plateau. Véritablement, c'est quelqu'un qui connaissait la jeunesse ivoirienne, qui connaissait sa psychologie, qui connaissait ses aspirations, ses besoins, qui sentait au fait la jeunesse et qui savait trouver des réponses aux préoccupations des jeunes. Je dois dire que Ahmed Bakayoko est pour la jeunesse ivoirienne la solution la meilleure que le président Alassane Ouattara a trouvée en 2020 en le désignant Premier ministre. C'était une offre à la jeunesse ivoirienne. Alors c'était quoi ces projets justement pour cette jeunesse-là? Puisqu'il connaissait la psychologie de la jeunesse ivoirienne, il connaissait la sociologie de cette jeunesse-là. Ahmed se confondait à la jeunesse ivoirienne, déjà par sa façon de se tenir, par son langage. Vous connaissez le langage abidjanais, le langage ivoirien. La population ivoirienne, c'est presque 80% de jeunes. Et quand vous parlez le langage, tout de suite, vous faites corps avec cette jeunesse-là. Et le Premier ministre se promenait pratiquement avec ses caravanes du bonheur. À tous les carrefours avec la jeunesse, il y a du bonheur qui sortait.
Donc, à tous ces rendez-vous, les jeunes étaient mobilisés parce qu'on savait qu'à la rencontre du Premier ministre, on partait toujours heureux. Vous comprenez donc cette fusion entre Ahmed Bakayoko et la jeunesse ivoirienne. Je ne vais pas vous dire, par exemple, à son dernier meeting à Yopougon, par exemple, où dans la foulée, il désigne une jeune fille qui le regardait. Le Premier ministre dit, mais j'ai le sentiment que c'est votre chance et que Dieu, à travers moi, Dieu veut que votre situation change et qu'il l'appelle dans la foule comme ça, par hasard. Et séance tenante, le Premier ministre lui donne 5 minutes. Elle lui fait une offre de 5 millions pour agrandir son commerce. Mais vous comprenez que de toutes les autorités ivoiriennes, c'est l'autorité qui sait parler le langage de la jeunesse, de façon spontanée, qui règle le problème des jeunes, de façon à ce que ça crée de l'émotion dans la jeunesse ivoirienne. D'accord. Alors, Moustapha Dosso, quelle image la jeunesse ivoirienne devait retenir du Premier ministre Ahmed Bakayoko? Ahmed Bakayoko, il faut savoir qu'il a été formé à un moule. Lequel? Celui du PDC. Et quand nous étions ensemble, nos aînés nous ont appris à partager. Du coup, Ahmed demeure le prototype de la générosité en Côte d'Ivoire. Il est humble, il sait approcher les uns et les autres, il sait secourir les uns et les autres. Et donc c'est un modèle. C'est une fierté d'un individu qui a réussi son intégration sociale. La jeunesse devait ressembler à Ahmed. D'accord. Suivre l'exemple d'Ahmed. D'accord. Alors, Angelo Kabila, qu'est-ce qu'on devait retenir de lui? Qu'est-ce que vous retenez de lui? C'est vrai que le monde de la culture a perdu un grand mécène, un parrain, un soutien. Finalement, qu'est-ce qu'on retient de lui? Un grand homme de culture qui s'en est allé. J'espère que la Côte d'Ivoire retiendra toutes les ambitions qu'il avait pour cette jeunesse culturelle. Parce qu'il disait toujours, au-delà de mon affection ou de mon attachement à la musique, il faut que vous puissiez comprendre que c'est un maillage entre la culture, la musique, la politique et tout, et que parfois, même pour rédiger ses discours, il écoutait des chansons, parfois des chansons zouglou, et à partir de là, il retrouvait son inspiration. C'est dit combien de fois, l'un dans l'autre, c'était un monsieur intégré à la société ivoirienne. Nous avons perdu un grand homme, nous avons perdu un grand mécène. Je voudrais qu'on retienne de lui l'homme qui aimait la culture et qui aidait, mais au-delà, c'est l'amour dans la diversité. D'accord. Alors, vous l'avez dit, Ahmed Bakayoko, homme de culture, amoureux de la culture, amoureux de la musique, amoureux également du sport. Dans ce studio, nous avons une jeune slameuse, Soro Fatoumata, qui a décidé de rendre hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko. On va l'entendre, on va la laisser s'installer, l'entendre tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir, madame. D'accord, allez-y. Alors, ma terre d'Ivoire est vêtue de noir, accompagnée d'étoiles aux mouchoirs trempés. Des nuages anxieux ont emballé le ciel tout triste. L'éléphant parie son deuil en ce jour-ci morose. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, de Séguéla à Bobo, chaque rue porte une tache de son amour inconditionnel. Homme de charisme, ministre dévoué, travailleur acharné, notre baobab a trébuché. C'est pourquoi notre terre est vêtue de noir, accompagnée d'étoiles aux mouchoirs trempés. Des nuages anxieux ont emballé le ciel tout triste. L'éléphant barille son deuil en ce jour-ci morose. Il est vrai que vivre, c'est emprunter le chemin de la mort. Mais celui qui meurt en combattant ne meurt pas. En fait, il donne une valeur à la mort. Ivoirien, Ivoirienne, le baobab de Séguéla tient sur ses racines. Le Noussi d'Abobo vit encore. Le pépé de la Chine, le Golden Boy, monsieur le ministre Ahmed Bakayoko n'est qu'en voyage. De sa nouvelle destination, il veillera sur les couleurs orange, blanc et vert. Le ciel lui offre une occasion de devenir un ange pour mieux servir sa patrie. C'est pourquoi ce soir, moi je dis qu'on ne dira pas paix à son âme. Non, ce soir, nous, on ne dira pas paix à son âme, nous, on dira bon voyage. Bon voyage, homme d'État. À jamais,
vous vivrez dans nos veines. Je vous remercie. Merci Fatoumata Soro. Merci, vous avez quel âge? J'ai 22 ans, je suis étudiante en licence 3 marketing publicité. Félicitations. Alors Angelo, qu'est-ce qui est prévu très rapidement pour conclure? Qu'est-ce qui est prévu pour... Nous prévoyons de lui rendre un grand hommage au niveau des hommes de culture. Nous sommes en train de nous organiser, mais au-delà, il faut que le ministre Ahmed reste dans la mémoire collective de toute cette jeunesse culturelle en Côte d'Ivoire, de sorte à ce que on se rappelle de cet homme à chaque fois qu'on pose un acte culturel, cet homme qui a toujours voulu tirer la culture ivoirienne vers le haut. Nous l'abandonnons pas. Je voudrais profiter de votre micro pour présenter toutes mes condoléances à maman Yolande, son épouse, et à ses enfants, de qui je suis très proche. Nous sommes de cœur avec eux et nous allons les accompagner et nous vivrons avec eux comme si leur père était avec nous. Et je pense qu'il est avec nous. La jeune fille vient de le dire. Ahmed Bakayoko, tu n'es pas parti. On est ensemble. Merci Angelo, merci à tous d'être passés sur ce plateau. Comme l'a dit Fatoumata Soro, on ne dira pas repose en paix, on dira plutôt bon voyage, monsieur le Premier ministre. C'est donc la fin de cette émission. Il a dit lui-même lors de l'une de ses dernières interventions, tous nous en irons pour le voyage final. Bon voyage, monsieur le Premier ministre. Bonsoir chez vous.